Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, Alexandre Chauveau d'Europe 1 et Gilles Maintré, essayiste. On va écouter Marine Le Pen cette fois-ci, qui, elle, se félicite plutôt des résultats d'hier soir. Elle peut espérer entre 15 et une trentaine de députés, Bruno Jeudi, c'est ça hein? Oui, c'est sur la base des résultats du premier tour, c'est un peu la fourchette qu'elle peut espérer. Après, on sait que pour Marine Le Pen, alors pas pour Marine Le Pen elle-même, qui est assurée d'être réélue, hier soir elle fait plus de 50, mais il n'y a pas 25% des inscrits, c'est pour ses candidats. Il y a toujours le problème de ce plafond de verre, de la réserve de voix, et pour les candidats du Rassemblement National qui n'ont pas fait un score qui peut leur permettre vraiment de passer au deuxième tour, ça peut être quand même compliqué. Donc il faudra voir. Pas trop de réserve de voix quand même pour le Rassemblement National, ça reste quand même son problème numéro un. Là où il va y avoir pas mal de duel face à la NUPES. La NUPES aura toujours un peu de réserve de voix. Enfin voilà. Puis on voit bien d'ailleurs la question du Front républicain qui se repose. Déjà. Hier soir, on a vu la grande patauge des macronistes pour finalement vers 23h30, on a compris qu'il y avait une consigne. Mais avec des voix dissonantes encore. Alors, on écoute d'abord Marine Le Pen sur la NUPES et puis après on parlera des consignes de vote. Malgré tout le battage dont ils ont bénéficié, la réalité c'est qu'ils font moins bien lors de ces élections législatives qu'ils n'ont fait avec leur score cumulé au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, donc tout ça pour ça. Et puis avec un certain nombre de mensonges diffusés hier soir sur le nombre de présences au second tour, etc. etc. Donc voilà, moi ce que je sais c'est que nous avons donc 200 second tours, dont 5 triangulaires. Et 108 circonscriptions, nous sommes arrivés en tête et où donc nous pourrons faire élire des députés. Alexandre Chauveau, le Rassemblement National progresse par rapport à 2017. Oui, en nombre de voix, premier tour. En pourcentage, ils prennent 5 points par rapport à il y a 5 ans. En nombre de voix, ils prennent plus d'1 million de voix, 1 200 000 je crois. Ils vont avoir, je me prononce pas sur les projections, mais ils vont avoir vraisemblablement un groupe à l'Assemblée nationale, 15 députés, la première fois depuis 1986, je crois. Financièrement, ils vont aussi se remettre à flot. Ils sont endettés à plus de 20 millions d'euros, je crois. Et les législatives, c'est vraiment la première source de financement pour les partis politiques. Et Marine Le Pen a aussi réussi à tuer Reconquête. C'est un des objectifs purement politiques. Le parti d'Éric Zemmour et son représentant ne vont avoir vraisemblablement, enfin c'est sûr, même aucun député. Donc c'est quand même une victoire assez importante pour Marine Le Pen qui, dans quelques mois, va transmettre les clés de son parti à Jordan Bardella. On pourra dire elle lui donne les clés dans plutôt de bonnes conditions. La succession s'annonce plus mouvementée, puisqu'on sait qu'il y a différents clans qui s'opposent au sein du Rassemblement National. Oui. Mais en tout cas, on pourra dire qu'elle a fait le boulot jusqu'ici. Gilles Maintré, il y a ce que dit Marine Le Pen, et puis il y a aussi ces histoires de consignes de vote. Et là, les choses ne sont pas très claires du côté de la Macronie. Oui. Juste avant de vous répondre sur le consigne de vote, moi je suis d'accord sur le fait que finalement le RN s'en tire plutôt bien. Parce qu'on entend beaucoup de commentateurs dire mais comment ça se fait, elle était deuxième à la présidentielle, elle s'est fait voler la place par Jean-Luc Mélenchon, elle arrive derrière. Tout ça c'est parce qu'elle n'a pas fait campagne, elle s'est pas organisée. Marine Le Pen est quelqu'un qui croit qu'à l'élection présidentielle, qui ne croit pas à la législative, qui pense même qu'on peut s'user dans une opposition stérile au Parlement. On va voir d'ailleurs ce que sera LFI, et ce que sera avec effectivement 10 fois plus de députés. Souvenez-vous des frondeurs sous François Hollande, le fait de bloquer l'action gouvernementale n'est pas forcément payant électoralement. Elle voulait un groupe, elle voulait plus de députés pour des questions de financement, elle voulait effectivement tuer Reconquête, elle a plutôt réussi tous ces points-là. Maintenant, la question qui se pose, ce que vous dites, ce sont les consignes de vote. C'est vrai que on a été un peu sidéré effectivement dimanche soir d'entendre que En Marche n'était pas forcément prêt à donner de consignes de vote contre le Rassemblement National. Et bon, ça s'était un peu rectifié. On a dit oui, finalement, quand même, pas le RN. Et puis, si les autres partagent les valeurs républicaines. Là, il y a un petit ferment de polémique qui va continuer à prospérer toute la semaine, alimenté, bien sûr, par la NUP. Et par les ministres aussi, Pape Ndiaye qui dit barrage républicain. Absolument. Et ça, c'est de nature aussi à troubler. C'est devenu quand même, pour le coup, la consigne, c'est pas de voix pour l'extrême droite. C'est-à-dire que ça, c'est la consigne qui a été posée hier soir assez tardivement par la porte-parole de Renaissance
qui a expliqué qu'elle avait eu 2 coups de fil pour lui dire c'est ça la position. Après que Elisabeth Borne ait dit autre chose, que Jean-Michel Blanquer ait dit que tout ça c'était il est renvoyé dos à dos, que Christophe Castaner a un peu hésité et qu'Olivia Grégoire a carrément pataugé. Donc c'était compliqué, c'est assez étonnant parce que franchement on savait qu'il y aurait quand même des duels NUPES-RN. Oui. C'était à peu près certain, donc la position était possible à arrêter. Après aujourd'hui, Elisabeth Borne a précisé la position. Dans le détail, ils regarderont qui est le candidat de la NUPES. En gros, si c'est un socialiste, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un issu d'Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas de problème. Pour les insoumis, et les communistes aussi, pour les insoumis, ça risque d'être du cas par cas. Puisque, en fait... savoir si les républicains... Si les républicains... S'il n'a pas dit du mal de la police... on va tuer la police, la police tue. Enfin voilà, donc il y a vraiment... Voilà, et après, il y a des gradations dans le vote, dans le front républicain. Donc sans doute quelque chose d'assez compliqué, je suis assez d'accord. Ça va être un ferment de polémique là, qui va peut-être grossir ou pas, on verra bien. Mais enfin bon, et puis il y a des candidats qui l'ont amer, Jean-Michel Blanquer, il y en a quelques-uns là qui espéraient se relancer et qui et puis qui vont un peu dire ce qu'ils ont sur le cœur, notamment sur ces questions-là. Il y a eu faudra surveiller quand même. Dans la majorité, il va y avoir des différences d'appréciation. Gilles Maintré. Non, je vais juste ajouter que il ne faut pas enterrer la Macronie trop vite, y compris par rapport à sa majorité absolue. Par rapport à sa majorité absolue, qui est le point clé. D'abord parce que 289 sièges pour pouvoir voter les réformes. L'expérience précédente, c'est qu'il se passe toujours. Il peut y avoir des changements importants entre le premier et le deuxième tour. En 2017, on se souvient, un coup de balancier, on s'est dit ils vont avoir trop de députés du côté En Marche, ça avait été réduit. Souvenez-vous, sous Sarkozy, quand il y avait eu la polémique sur la TVA sociale, finalement, on n'avait non plus pas eu la majorité. Ensuite, il a eu la majorité. Non, il n'a pas eu la même majorité. Il a perdu une cinquantaine de députés. Alors que c'était déjà très importante, parce qu'il y avait 41%. Bon. Et puis par ailleurs, En Marche est quand même structurellement dans une position très confortable, puisqu'ils sont au centre. Donc, en termes de report de voix, lorsqu'ils sont face au RN, on peut penser quand même qu'il y aura du report de voix de la gauche. Lorsqu'ils sont face à la NUP, il y aura quand même du report de voix de la droite, du côté des LR, peut-être même du côté de Reconquête, voire du RN. Alors que du côté de la NUP, certes, c'était formidable d'unifier tout le monde, mais maintenant, c'est quoi les réserves de voix? Elles sont microscopiques. Parce que précisément, on peut en trouver un petit peu. Non, les voix des LR éliminées, il y a 2 millions potentiels de... Alors, terminez Gilles, et après... Je veux dire, de la NUP, quelles sont les réserves de voix de la NUP? Non, je suis d'accord avec vous, Bruno, je dis, il y a beaucoup de réserves de voix pour En Marche. Mais en revanche, pour la NUP, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Le Rassemblement National, les électeurs du Rassemblement National ne sont pas qualifiés? Les fameux fâchés, pas fachos. On se demande toujours s'il y a vraiment des fâchés, pas fachos, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des abstentionnistes, des électeurs qui se retrouvent dans cette offre contestataire ou pas? Ça va être une des clés de l'élection de dimanche. Moi, je pense que pour le coup, là, ça dépend des régions, c'est-à-dire les fâchés, pas fachos, ou je ne sais pas comment vous les appelez. C'est Mélenchon. Effectivement, il peut y avoir dans les Hauts-de-France, dans une partie du Grand Est, certaines régions où il peut y avoir des reports de voix, une petite partie, mais ça peut servir d'électeurs du Rassemblement National qui peuvent aller sur éventuellement des candidats NUPES. Ça dépend aussi du candidat. Mais par exemple, dans le Sud, si vous êtes en PACA ou en Occitanie, il y a assez peu de chances, parce que là, vous avez quand même une sociologie de l'électorat qui est très tranchée, qui est très différente de l'électorat, la sociologie de l'électorat des Hauts-de-France, par exemple, du Rassemblement National, qui est vraiment, pour le coup, on sait, ça a été très documenté sur les anciens communistes qui sont passés chez le péniste. Donc on sait tout ça. Mais il peut y avoir quand même un peu de réserve de voix. Alexandre Chevaux, justement, sur les réserves de voix, du côté des Républicains, eux, ils s'en sortent. Ils sauvent les meubles ou pas, les Républicains? Oui, plutôt l'eau de consolation. Puisqu'ils sont, alors eux, ils sont qualifiés au second tour dans 73 circonscriptions. Ils arrivent à qualifier 60 sortants. Alors 73 circonscriptions, si on ajoute l'UDI, les centristes, on arrive à 80. En termes de quantité, en termes de pourcentage, c'est beaucoup plus faible qu'en 2017. En revanche, effectivement, avec tout ce qu'on vient de dire, avec probablement 150 députés NUPES, avec un groupe Rassemblement National à l'Assemblée, les Républicains pourraient constituer une sorte de pivot, un groupe charnière sur lequel devra s'appuyer Emmanuel Macron pour gouverner, notamment sur la réforme des retraites. Ça peut devenir les LR peut conserver son influence à l'Assemblée. Oui, absolument. On voit qu'il y a un facteur local qui a joué quand même pour les LR, pas pour tous, parce qu'il y a eu des Julien Aubert, des Guillaume Larrivé qui étaient implantés et qui ont perdu, mais on voit que
il y a quand même, y compris des problématiques locales dans ce scrutin. Je vous prends un exemple qui est dans le 16e arrondissement, où finalement c'est le meilleur score de LR à Paris, Francis Piner, le maire du 16e. Bon, on voit que... Qui a fait combien ? Qui a fait 33, voilà. Et ben on voit bien que face à ça, en termes de problématiques locales, il y a la décision de transfert d'un centre de toxicomanes, donc de fumeurs de crack, qui était dans le 19e, qu'on veut implanter dans le 16e, pour la résidence des fumeurs de crack. Bon, ça a beau être une élection nationale, évidemment, vous avez un arrondissement qui se mobilise contre ce projet. Donc ça pénalise le candidat de la majorité et les LR. Il y a plein de données comme ça locales qui ont bénéficié. Pareil à Virginie Duby-Muller en Savoie. Enfin, on pourrait faire une longue liste. Et la bonne surprise du côté républicain, c'est que finalement le groupe va être plus important que les projections pessimistes. Bruno Jeudi, pareil, ils ont sauvé l'essentiel ou pas ? Ça reste à confirmer. Je constate quand même que les LR reculent encore. C'est quand même le premier point. Ils avaient quand même beaucoup plus, quasiment 2 fois plus de candidats au second tour en 2017. Mais enfin là, on part encore de plus bas. 4,8 la candidate Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Donc c'est vrai que si on regarde ce résultat à la présidentielle, c'est assez miraculeux de se retrouver pour eux avec 73 candidats LR au deuxième tour. Moi, ce que j'observe, c'est que la droite républicaine continue de reculer en zone citadine et bourgeoise. C'est incontestable. Il n'y a aucun candidat LR de qualifié dans les Yvelines. On voit dans l'ouest parisien, c'est une débâcle générale. Alors qu'ils avaient 2 députés sortants dans les Yvelines quand même. Donc on voit. Et en revanche, les candidats LR dans les zones semi-rurales, et notamment les députés sortants, font des scores absolument remarquables. Annie Genevard, c'est plus de 45%. Aurélien Pradier, c'est plus de 45%. Fabien Di Filippo, c'est plus de 45%. Comment vous expliquez cette différence entre zones semi-rurales Je pense que... Aurélien Pradier, c'est parce qu'il n'a pas de candidat en marge. Donc c'est quand même... Oui, mais c'est-à-dire que... ça aide beaucoup. Non, mais bien sûr. Ouais. Non, mais cela étant, il y a une explication locale au fait qu'il n'y ait pas de candidat en marche. Mais enfin, bon, les autres, ceux que j'ai cités, il y a un candidat en marche. Je crois que d'abord, il y a la dimension locale. Gilles le disait à l'instant. Il y a aussi le fait que ce sont des candidats qui, pour beaucoup, ont été élus déjà dans la vague macroniste en 2017. Donc, ce sont des candidats qui, au fond, vis-à-vis de leurs électeurs, sont des candidats qui ne sont pas solubles dans le macronisme. Ça compte aussi pour certains électeurs de droite. On sait que la droite est quand même assez clivée entre ceux qui sont qui sont Macron compatibles et ceux qui ne sont pas Macron compatibles. Ça joue beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a un problème général. La droite devra y réfléchir sur la reconquête des zones urbaines. Ils ont perdu aussi quelques grandes villes aux élections municipales, même si dans les villes moyennes, ils se maintiennent bien. Dans les grandes villes, ils ont plutôt disparu. Rappelons quand même la perte de Bordeaux, la perte de Marseille. Et il y a eu des villes qui n'ont pas gardé. Alors, on fait une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant à Alexandre Chauveau. On parlera aussi de l'abstention massive pour ce premier tour. Ça risque de ne pas s'arranger pour le second tour. À tout de suite sur Europe 1. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.